Imaginez une question. Si vous pouviez vous déplacer plus vite que la lumière, pourriez-vous voir votre propre mort? Cela semble relever de la science-fiction. Mais la physique apporte une réponse surprenante. Oui, vous pourriez la voir, mais pas au sens figuré, au sens propre. Car si vous pouviez aller plus vite que la lumière, les informations concernant votre mort commenceraient à voyager vers vous depuis le futur. Et ces informations pourraient vous parvenir avant que l'événement ne se produise. Ainsi, la cause viendrait après la conséquence. Cela semble épique, mais en réalité, cela pose un problème bien plus grave. Car dans une telle situation, l'ordre de l'univers commencerait à se désorganiser. L'ordre des événements serait bouleversé, le passé pourrait être influencé par le futur et la réalité commencerait à perdre son sens. C'est pourquoi rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Ce n'est pas parce que c'est interdit, ce n'est pas parce que nos moteurs ne sont pas assez puissants. Et ce n'est pas seulement parce que Einstein l'a dit. La raison est beaucoup plus profonde. Si dépasser la vitesse de la lumière était possible, la cohérence interne de l'univers s'effondrerait. Le lien entre la cause et l'effet serait rompu et la réalité cesserait d'être fiable. C'est pourquoi la vitesse de la lumière n'est pas seulement une limite de vitesse. La vitesse de la lumière est la vitesse à laquelle la réalité se maintient. Voyons cela concrètement. Imaginons une bougie allumée dans une pièce sombre. Vous voyez la flamme, mais ce que vous voyez n'est pas l'état actuel de la flamme. C'est son état tel qu'il était il y a le temps nécessaire à la lumière pour parcourir la distance entre la flamme et votre œil. Un retard si infime que vous ne le remarqueriez jamais dans la vie quotidienne. Remplaçons maintenant la bougie par le soleil. Vous voyez le soleil tel qu'il était il y a exactement 8 minutes. Si le soleil s'éteignait à cet instant précis, tu ne t'en rendrais pas compte avant 8 minutes. Tu continuerais à te réchauffer sous la lumière d'une étoile morte. Une phrase poétique. Si tu regardes le ciel cette nuit et que tu observes une étoile lointaine, tu vois peut-être la lumière d'une chose qui a disparu il y a des milliers d'années. Sa source a disparu depuis longtemps. Une lumière abandonnée. Ce que nous appelons « voir » est en fait, d'une certaine manière, recevoir des nouvelles du passé. C'est si facile à dire, cette vérité si profonde à expliquer se trouve au cœur même de ce que je vais dire maintenant. Cette réalité aurait pu passer inaperçue pendant des siècles. Pendant longtemps, on a supposé que la lumière, tout comme le son, se propageait dans l'air, dans un milieu. Le son est une vibration de l'air. On ne peut pas entendre de son dans un espace dépourvu d'air. Les ondes sonores sont le mouvement de l'eau. Il n'y a pas d'onde sans eau. Alors, où se propageait la lumière? Il devait y avoir une matière invisible à l'œil nu, intangible, mais omniprésente qui remplissait tout l'univers. Les physiciens l'ont appelé éther. Tout comme le son a besoin de l'air, on pensait que la lumière se propageait en faisant vibrer cet éther. De plus, l'éther devait être immobile et fixe, un fond stable recouvrant tout l'univers, un point de référence absolu permettant de mesurer la vitesse réelle de tout, une hypothèse raisonnable. Elle correspondait à tout ce que l'on savait jusqu'alors. En 1887, deux physiciens américains, Albert Michelson et Edward Morley, ont conçu une expérience extrêmement ingénieuse pour prouver l'existence de cet éther. Le raisonnement était le suivant. La Terre se déplace autour du Soleil à une vitesse d'environ 30 km par seconde. Si l'éther formait réellement un fond immobile, alors le passage de la Terre à travers cet éther devait créer une sorte de vent éthérique, tout comme le vent qui vous frappe le visage lorsque vous roulez à moto par temps calme. Ce vent pouvait être mesuré. Comment? Voici comment la lumière envoyée dans le sens du mouvement de la Terre aurait dû nager à contre-courant. Elle aurait donc dû ralentir légèrement. La lumière envoyée perpendiculairement aurait dû rencontrer le vent, non pas de face, mais de côté. Elle aurait dû avancer à une vitesse légèrement différente. Il suffisait de mesurer cette différence. Michelson et Morley ont construit pour cela un appareil appelé interféromètre.
l'appareil divisait un faisceau lumineux en deux. L'un était envoyé dans le sens du mouvement de la Terre, l'autre perpendiculairement. Après avoir parcouru une certaine distance, les deux faisceaux se rejoignaient et se réunissaient. Si leur vitesse était différente, un certain motif ondulatoire se formait au point de rencontre. Ce que les physiciens appellent une figure d'interférence. Ce motif révélerait avec précision le vent d'éther attendu. L'instrument était si sensible qu'il pouvait facilement détecter même un dixième de la différence attendue. Ils ne trouvèrent rien. La différence était exactement zéro. La lumière se déplaçait à la même vitesse dans toutes les directions, à toutes les saisons, dans toutes les positions. Le motif d'interférence attendu n'apparut jamais. Aucune trace de vent d'éther. Ce résultat était si surprenant qu'ils répétèrent l'expérience de nombreuses fois. Ils pensaient avoir fait une erreur quelque part. Ils répétèrent l'expérience à différentes périodes de l'année. Car lorsque la position de la Terre autour du Soleil change, la direction du vent d'éther aurait aussi dû changer. D'autres physiciens répétèrent l'expérience avec des instruments encore plus sensibles. Le résultat fut toujours le même. Il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas d'éther. Et s'il n'y avait pas d'éther, il n'existait donc aucun référentiel immobile dont dépendrait la vitesse de la lumière. La lumière se déplaçait partout, pour tout le monde, dans toutes les conditions, à la même vitesse. La physique se trouvait alors face à l'une des réalités les plus étranges qu'elle ait jamais rencontrées. C'est précisément à ce stade que la situation se complique quelque peu. Clarifions cela. Imaginez deux observateurs, l'un immobile et l'autre se déplaçant à grande vitesse. La physique classique s'attendrait à des résultats différents, que ce soit pour le son, pour une balle lancée depuis un véhicule en mouvement ou pour tous les phénomènes ondulatoires connus. Mais les deux mesurent la même valeur à chaque fois, sans aucune exception, quelle que soit leur vitesse respective, leur direction, leurs états de mouvement. Cette symétrie absolue est choquante. Elle bouleverse tout ce que nous avons intériorisé depuis l'enfance sur la façon dont les vitesses sont additionnées et soustraites. Mais c'est la réalité. Elle a été mesurée, elle a été vérifiée. Avec une précision croissante, elle a été confirmée des milliers de fois. La vitesse de la lumière n'est pas la vitesse d'un objet parmi d'autres. C'est une propriété intrinsèque de l'espace-temps, une chose intégrée dans le tissu même de la réalité avant même que la lumière n'existe. Quand Einstein avait 17 ans, il a posé une question qui semblait simple. À côté d'une onde lumineuse, si tu pouvais courir à sa vitesse, comment cette onde t'apparaîtrait-elle? Si tu courais à la même vitesse qu'une vague dans l'océan, la vague te semblerait immobile, comme une crête gelée à la surface de l'eau. Donc, à côté d'une onde lumineuse, si tu courais à la vitesse de la lumière devrait aussi te paraître immobile. Un champ électromagnétique figé dans l'espace. Mais les équations de Maxwell, qui définissent la lumière avec une précision parfaite, ne permettent pas une solution telle qu'une onde électromagnétique immobile. Une lumière immobile n'est physiquement pas possible. Elle ne peut pas exister. D'autre part, la lumière ne peut pas apparaître différente d'un observateur à l'autre. Sa vitesse doit être la même pour tout le monde. Ces deux exigences ont semblé incompatibles pendant des années, jusqu'à ce qu'Einstein, à l'âge de 26 ans, remarque quelque chose. Si l'on abandonne une seule hypothèse que tout le monde accepte sans réfléchir, la contradiction disparaît complètement. Cette hypothèse était la suivante: le temps s'écoule à la même vitesse pour tout le monde. Une phrase tout à fait dans l'esprit d'Einstein, n'est-ce pas? Le temps n'est pas universel. La plupart des gens acquiescent poliment à ce stade et continuent leur vie comme si de rien n'était. Mais ce résultat est physique, concret, mesurable avec des horloges ordinaires. Imaginez deux horloges identiques, parfaitement synchronisées, placées côte à côte. Lorsque l'une d'elles se déplace rapidement puis revient, elle aura passé moins de temps que celle qui est restée immobile. Ce n'est pas parce qu'elle est défectueuse, ce n'est pas parce que le mouvement l'a usée mécaniquement. Le temps s'écoule réellement plus lentement pour un objet en mouvement. Ce n'est pas une erreur de mesure,
C'est une réalité inhérente au temps lui-même. En 1971, des physiciens ont équipé des avions commerciaux d'horloges atomiques de haute précision et les ont envoyés faire le tour du monde. Lorsque les avions ont atterri, les horloges avaient pris du retard par rapport à celles qui étaient restées au sol. Le retard prévu par la relativité correspondait à un écart de quelques nanosecondes. À environ 15 km au-dessus de l'atmosphère, il existe des particules subatomiques produites par les rayons cosmiques. La durée de vie de ces particules est si courte qu'elles devraient normalement disparaître après avoir parcouru au maximum 4 km. Mais elles atteignent le sol, car elles se déplacent à 99% de la vitesse de la lumière. Et à cette vitesse, le temps s'écoule environ 7 fois plus lentement pour elles. De leur point de vue, elles ont largement le temps. De notre point de vue, elles vivent 7 fois plus longtemps que leur durée de vie normale. Les deux points de vue sont corrects. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est la physique qui se produit chaque jour dans le monde. Pour comprendre pourquoi il en est ainsi, il faut cesser de considérer l'espace et le temps comme deux entités distinctes. Dans la vie quotidienne, nous les vivons comme deux choses indépendantes. Nous nous déplaçons dans l'espace et le temps suit son cours. Mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. L'espace et le temps sont les deux dimensions d'une seule et même structure que nous appelons l'espace-temps. Et dans cette structure, chaque objet est en mouvement constant. Pas seulement dans l'espace, mais dans l'ensemble de l'espace-temps, à une vitesse totale fixe et immuable. Cette vitesse totale est exactement égale à la vitesse de la lumière, à tout moment, pour chaque objet, sans exception. Si vous êtes immobile dans l'espace, tout votre mouvement dans l'espace-temps est dirigé vers le futur. Vous vivez le temps à sa vitesse maximale. Mais si vous commencez à vous déplacer dans l'espace, vous détournez une partie de ce mouvement dans une autre direction, moins vers le futur, plus vers l'espace. Le temps ralentit pour vous. Plus vous accélérez dans l'espace, plus vous ralentissez dans le temps. C'est un échange définitif, un équilibre strict. L'univers vous accorde une certaine quantité de mouvement dans l'espace-temps. Vous pouvez la répartir comme vous le souhaitez entre l'espace et le temps, mais vous ne pouvez jamais augmenter le total. Cet équilibre a une conséquence directe sur la limite de vitesse cosmique. Si, à l'état immobile, tout mouvement dans l'espace-temps est déjà entièrement orienté vers l'avenir, et si chaque accélération dans l'espace redirige une partie de ce mouvement, alors il existe une limite supérieure absolue, un point où le mouvement dans l'espace englobe tout et où il ne reste plus de place pour le temps. Ce point est la vitesse de la lumière. À cette vitesse, il ne reste plus rien à consacrer au temps. Le temps s'arrête complètement. C'est exactement ce qui se passe avec les photons. Les photons n'ont pas de masse. Ils se déplacent à la vitesse de la lumière. Du point de vue d'un photon, si un photon pouvait avoir un point de vue, le temps n'existe pas. Un photon émis par une étoile située à des milliards d'années-lumière et qui atteint votre œil n'a pas voyagé pendant des milliards d'années. Il a été émis et il est arrivé. Les deux se produisent au même moment. Le temps est nul. Le temps ne s'est pas écoulé. Pour un photon, l'univers entier est simultané. Le début et la fin coexistent dans un présent infini et sans épaisseur. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas aller plus vite et dépasser cette limite? Pourquoi ne pouvons-nous pas remonter le temps? Ce serait bien si nous pouvions revenir en arrière, mais à ce stade, la question est en fait erronée, car cela n'a aucun équivalent dans la géométrie de l'espace-temps. Ce n'est pas une interdiction arbitraire. C'est comme demander pourquoi on ne peut pas tourner plus de 360 degrés vers la droite. La question n'a pas lieu d'être, car un tour complet vous ramène déjà à votre point de départ. L'espace-temps a une géométrie bien définie. Dans cette géométrie, dépasser la vitesse de la lumière, ce n'est pas aller très vite. C'est essayer de se déplacer dans une direction qui n'existe pas dans la structure de la réalité. Comme essayer de marcher plus au nord que le pôle nord. Non pas parce que le sol vous en empêche, la direction nord n'existe plus à ce stade. La limite de vitesse de l'univers n'est pas un mur que nous essayons d'escalader. C'est un seuil géométrique où les concepts perdent leur sens. Il y a une couche plus profonde encore. La plupart des récits sur la relativité
passent à côté d'un élément important. La vitesse de la lumière n'est pas seulement la vitesse maximale que peuvent atteindre les objets physiques, c'est aussi la vitesse à laquelle l'information se propage dans l'univers, la vitesse à laquelle une cause engendre un effet, la vitesse à laquelle le présent devient le passé. Si quelque chose pouvait se déplacer plus vite que la lumière, l'information relative à la position de cette chose atteindrait un endroit avant que la lumière ne relie causalement deux points. Cela signifie qu'un observateur dans un autre cadre de référence verrait le résultat avant la cause. Il verrait le verre brisé sur le sol avant qu'il ne tombe. Il obtiendrait la réponse avant la question. La causalité, c'est-à-dire le fait que les causes précèdent les effets, n'est pas une loi distincte de la physique. Ce n'est pas non plus une proposition philosophique ajoutée à la mécanique. C'est une conséquence directe et inévitable de la limite de la vitesse de l'information. Dépasser la vitesse de la lumière ne signifie pas aller plus vite. Cela revient à supprimer la logique sur laquelle repose l'univers. À ce stade, une objection fréquente est soulevée. Les physiciens parlent parfois de corrélation qui semble se produire instantanément entre des particules éloignées, ce qu'Einstein appelait avec scepticisme l'effet fantôme à distance. Imaginez deux particules intriquées. Il y a une grande distance entre elles. Lorsque vous mesurez l'une, l'autre réagit comme si elle répondait instantanément. Cela ne dépasse-t-il pas la limite de vitesse ? Arrêtez-vous à ce stade et réfléchissez. Non, car ces corrélations quantiques ne transportent pas d'informations utilisables. Vous ne pouvez pas contrôler le résultat d'un côté et envoyer un message de l'autre côté. Les corrélations sont réelles et elles dépassent ce que la physique classique peut expliquer. Mais elles ne peuvent être lues que rétrospectivement. Lorsque deux observateurs se réunissent et comparent leurs résultats, ce qui nécessite un transfert d'informations classiques limité à la vitesse de la lumière. La causalité n'est pas perturbée. La limite reste valable. Dans tous les cas où les physiciens pensaient avoir trouvé un moyen de dépasser la vitesse de la lumière, une analyse minutieuse a montré que l'information causale ne dépassait pas C. L'univers est cohérent en lui-même. Revenons à l'expérience de Michelson-Morley. Cette expérience n'a pas seulement prouvé que la vitesse de la lumière était constante, elle a également renversé une idée plus fondamentale, l'idée qu'il existe un cadre de référence absolu dans l'univers. En physique classique, les vitesses sont relatives. Une balle lancée depuis un véhicule a une vitesse par rapport au véhicule, une autre vitesse par rapport au sol, une autre vitesse par rapport au soleil. Et chacune de ces vitesses est correcte dans son propre cadre. Mais on supposait tout de même qu'il existait un point de référence ultime, à partir duquel tout était réellement mesuré. Les terres devaient être ce cadre. Michelson et Morley l'ont cherché, mais ils ne l'ont pas trouvé, parce qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de point dans l'univers que l'on puisse vraiment qualifier d'immobile. Chaque mouvement est relatif à quelque chose d'autre. Dans l'espace cosmique, il n'y a pas de position fixe qui puisse servir de référence absolue. Ce résultat est vertigineux. À la question « suis-je vraiment immobile ?», il n'y a pas de réponse absolue. Il n'y a qu'une réponse par rapport à autre chose. Ce résultat a une autre conséquence inévitable en physique. S'il n'existe pas de cadre de référence absolu pour l'espace, il n'en existe pas non plus pour le temps. Le présent n'est pas un concept universel. Deux événements qui semblent simultanés pour un observateur peuvent ne pas sembler simultanés pour un autre observateur qui se déplace par rapport à lui. Ce n'est pas une erreur de mesure. Aucun des deux observateurs ne se trompe. Ils ont tous deux raison dans leur propre cadre de référence. Et ces deux cadres sont tout aussi valables l'un que l'autre. Il n'y a pas de troisième observateur absolu qui puisse dire lequel est vraiment correct. La simultanéité est relative. Ce qui se produit en même temps dépend de l'état de mouvement de l'observateur. C'est une idée difficile à accepter, mais c'est une conséquence inévitable qui découle d'une seule réalité.
La vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs. Dès lors que vous acceptez cela, le caractère relatif de la simultanéité cesse d'être une interprétation philosophique. Il s'agit alors d'une nécessité mathématique. Lorsque nous rassemblons toutes les pièces, le tableau suivant apparaît. L'univers est conçu de manière à avoir une limite supérieure de propagation causale. La vitesse maximale à laquelle l'information peut atteindre, une cause peut produire un effet. Le présent peut influencer l'avenir. Cette vitesse est la vitesse de la lumière. Non pas parce que la lumière elle-même est spéciale. Même si les photons n'existaient pas, cette limite serait toujours là, car cette limite est inscrite dans la géométrie de l'espace-temps. Dans l'espace-temps, entre la dimension spatiale et la dimension temporelle, il existe un coefficient de conversion fixe. Ce coefficient, c'est les photons se déplacent à cette vitesse, car ils n'ont pas de masse, ils ne rencontrent aucune résistance à l'accélération. Ils atteignent donc directement la vitesse maximale autorisée par la géométrie. Mais les objets massifs doivent se déplacer plus lentement, car ils consacrent une partie de leur mouvement dans l'espace-temps au flux du temps. Et plus vous essayez d'accélérer un objet dans l'espace, plus l'énergie nécessaire augmente. À mesure que l'on se rapproche de la vitesse de la lumière, l'énergie nécessaire tend vers l'infini. Ce n'est pas un obstacle technique. Ce n'est pas non plus une limite que l'on peut dépasser avec de meilleurs moteurs. C'est une limite géométrique inscrite dans la structure même de la réalité. La bougie, au début, tu la vois, mais ce que tu vois vient déjà du passé. Elle est si petite dans cette pièce que tu ne la remarquerais même pas, mais elle vient tout de même du passé. Tout ce que tu perçois à la vitesse de la lumière ou plus lentement t'est parvenu. Tes yeux ne voient pas le présent, ils reçoivent des informations du passé en permanence. Et la vitesse à laquelle ces informations te parviennent est la vitesse à laquelle l'univers se raconte. La vitesse à laquelle une étoile annonce son existence à ses voisines, la vitesse à laquelle la force d'attraction d'un objet se propage autour de lui, la vitesse qui permet au passé de rester le passé. Si tu supprimes cette limite, l'univers ne devient pas plus rapide, l'univers devient incompréhensible. Les causes et les conséquences s'entremêlent. La frontière entre le passé et le futur disparaît. C'est le chaos, la perte de repères. La vitesse de la lumière n'est pas ce qui vous ralentit, c'est ce qui donne une direction au temps, ce qui permet à la réalité de rester cohérente, ce qui fait que l'univers n'est pas un amas de bruit, mais une histoire.